Le gouvernement congolais se dote d'un plan d'urgence pour riposter contre la pénurie de la farine de maïs au Katonga et au Kasaï. Une batterie de mesures est prise, notamment celles concernant les allègements fiscaux. Et puis à l'international, le Bénin veut maintenir sa place dans le rang des pays africains préparés à l'intelligence artificielle. L'État béninois vient de se prémunir d'une stratégie nationale de l'intelligence africaine qui est éclatée en plusieurs axes. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Crise de la farine de maïs dans les espaces du Grand Katonga et du Grand Kasaï. Pour y faire face, le gouvernement congolais a pris de nouvelles mesures, notamment la suspension des droits et taxes à l'importation des intrants agricoles et engins, mais également la surveillance des marchés pour décourager la rétention des stocks et les prix illicites, annonce faite par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, au cours du briefing presse conjointement animé avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Nous avons pris une série de décisions. Nous allons donner des assignations au gouverneur. Nous allons, donner une amnistie totale sur le plan fiscal, c'est-à-dire taxe zéro pour tout ce qui concerne les importations de maïs. Ça, vous me direz, c'est la conjoncture. Nous allons donner la taxe zéro en ce qui concerne tous les intrants et les engins qui entrent dans la chaîne de production de maïs. Et nous avons décidé de faciliter la tâche aux opérateurs économiques parce que l'État n'est pas un opérateur économique. Mais pour donner les coups d'envoi, l'État va sortir des moyens à mettre à disposition d'une organisation au niveau des provinces, après discussion avec le gouverneur des provinces, parce que les opérateurs économiques, les moyens ou les petits qui n'auront pas suffisamment de moyens, ils pourront prendre l'argent pour importer, mais ils ramènent cet argent dans un compte séquestre qui sera créé au niveau de chaque province. Puis cet argent doit pouvoir tourner. Mais pour les grands opérateurs économiques, ils ont les moyens, ils ont là l'occasion de faire des bénéfices. Nous les laissons importer avec les facilités que nous venons de dire. Attention. Changeons de chapitre pour parler de la Commission électorale nationale indépendante qui a publié ce lundi les noms des experts qui procèdent déjà depuis hier à l'audit externe du fichier électoral pour la crédibilité de ce fichier. Pendant ce temps, les réactions n'ont pas manqué à surgir. C'est le cas du secrétaire exécutif du collectif 24, une organisation de la société civile. Henri Longenza estime que la CENI devrait publier les dossiers des auditeurs retenus, des raisons de leur sélection, mais aussi publier la nature des contrats. Qui il est lit, suivez-le. Il est au téléphone de Patience Lokeke. La question d'audit du fichier électoral, c'est une question importante et qui devra rassurer tous les parties prenantes au processus. Et lorsqu'il y a déjà méfiance dans le recrutement ou dans les choix des personnes, ça frise quelque chose et ça appelle à des contestations futures. Vous savez que à l'époque, c'est l'OIF qui devra le faire, mais pour des raisons non avouées, évoquées par les politiques et acceptées par la CENI, et puis l'OIF lui-même s'est rebuffé, l'OIF est parti. Il est vrai qu'auditer les fichiers ne veut pas dire seulement avoir des experts internationaux. Même au niveau national, on peut avoir des experts, mais il faut avoir des gens, qu'ils soient nationaux ou internationaux, des gens qui rencontrent l'assentiment de tout le monde. Des gens où on peut trouver l'unanimité, et surtout les parties prenantes et l'opposition comme la majorité se disent oui, nous sommes confiants de ces gens-là et que nous pensons que le résultat qui va sortir dans les 5 jours, ça sera un bon résultat et qui rassure tout le monde. Mais déjà, lorsqu'il se pose un problème dans les choix des gens, c'est là où ça pose problème. Après l'OIF,
il s'est posé déjà un problème dans la publication de l'offre par la CENI qui n'a pas pu respecter la loi sur les marchés publics parce que c'est une prestation intellectuelle qui demande au moins que l'offre puisse faire au moins 30 jours, qui puisse faire 30 jours et que s'il y a l'urgence, qu'on puisse réduire à 15 jours. Alors, la CENI a pu accorder 4 jours, ce qui était déjà une violation de la loi sur les passations des marchés. Mais qu'à cela ne tienne, les 5 personnes choisies, ce qui est plus important, ce n'est pas de publier leur nom, mais ce qui est plus important, c'est que les dossiers présentés par ces gens, que la CENI puisse publier tous les candidats qui avaient soumis, que la CENI puisse publier des raisons pour lesquelles on a retenu tel candidat et pas l'autre, que la CENI puisse publier les dossiers et les contrats faits par ces experts-là pour que tout le monde se rassure des clauses qui les lient, parce que c'est une question de souveraineté, comme on le dit. On va parler de la sécurité dans ce journal. Les États-Unis d'Amérique réaffirment leur volonté de continuer à appuyer la police nationale congolaise en vue de la rendre plus professionnelle. C'est ce qu'a indiqué l'ambassadrice américaine en poste en RDC au cours de l'audience que lui a accordé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, maître Peter Kazadi Kankonde. Lucie Tamlin a précisé que l'appui de son pays sera non seulement logistique, mais va également consister à l'organisation des formations. Je vous laisse suivre Lucie Talmin. Lucie Talmin, elle est au micro de Patrick Ilunga. Merci. En fait, il s'agissait d'une visite de courtoisie. C'est la toute première rencontre. Mais c'était aussi une opportunité de parler par rapport à le soutien américain pour la police congolaise en forme de formation, équipement et aussi moyens roulants, bâtiments. Donc nous avons mis l'accent sur cette assistance parce que nous savons que le rôle que la police jouait est vraiment essentiel pour assurer la sécurité au quotidien pour les populations et pour aussi avoir la présence de l'État partout dans le territoire. Donc je lui ai rassuré de la continuation de cette assistance, de notre volonté de collaborer avec lui. On a parlé aussi des élections, on a parlé de l'importance de la sécurité pour que les campagnes puissent se dérouler sans problème, pour que les gens puissent avoir l'opportunité de manifester, d'exprimer leurs opinions et le rôle que la police joue pour assurer les manifestations pacifiques qui permet à toutes les parties prenantes d'avoir de s'exprimer comme il faut dans une époque des élections. Je pense qu'il était tout à fait d'accord par rapport à l'importance d'avoir une police qui est bien formée et aussi prête à assumer ses responsabilités par rapport à ce rôle un peu sensible en avance des élections, d'avoir les polices qui sait vraiment assurer la sécurité de la population, mais aussi assurer la liberté d'expression. Voilà, toujours dans le domaine de la sécurité, les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa ont rencontré ce lundi dans la soirée le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampanga. Au menu de leur rencontre, la situation sécuritaire qui sévit à l'est de la ville de Kinshasa avec le conflit Tekeaka qui cause beaucoup de morts à l'heure actuelle. Suivez le président de l'Assemblée provinciale, Godempoui, au sortir de cette réunion dans cet extrait choisi par Blessidkou Zola. La situation géopolitique de Kinshasa nous inquiète. C'est ainsi que nous avons levé l'option de venir nous ressourcer auprès de la deuxième personnalité de ce pays, qui se trouve également être le seul sage de la République. Parce que lorsque vous regardez l'ossature institutionnelle actuelle de la RDC, il n'y a personne de son âge à ce genre de poste. Nous l'avons étudié à l'école et aujourd'hui nous faisons la politique avec lui. Nous avons estimé qu'il a beaucoup de choses à nous dire et beaucoup de choses à faire en faveur des Kinoises et Kinois. Ce qui nous inquiète, ce sont ces tueries récurrentes, c'est cette insécurité à la porte de la ville de Kinshasa entre Teke et Yaka. C'est cet encerclement dont nous sommes victimes aujourd'hui du fait de nos agresseurs
Pour ceux qui s'intéressent aux questions géopolitiques, aujourd'hui, notre agresseur principal est en train de s'installer dans tous les pays voisins. Mais nous avons constaté que cette question est traitée avec beaucoup d'inquiétude. C'est ce que nous étions venus au pied du président de l'Assemblée nationale pour qu'il réveille le gouvernement et que cette question soit traitée avec beaucoup de tact parce que Kinshasa, c'est le siège des institutions. C'est-à-dire que si les institutions fonctionnent, c'est tout simplement parce que Kinshasa est contrôlé par ses autorités. Donc on ne puisse pas confondre Kinshasa avec Rutshuru. Au-delà de cet intérêt institutionnel, la ville de Kinshasa, c'est 17 millions d'habitants, c'est-à-dire Congo, Brazza, Gabon et tous les Cameroun francophones. S'il y a des problèmes dans cette ville, il n'y a pas une forêt là où nous pouvons partir nous cacher. Le président de l'Assemblée nationale nous a rassuré que tout sera mis en œuvre pour que la paix revienne rapidement sur toute l'étendue de notre ville. Et l'occasion faisant les larrons, nous voulons dire à la population que la sécurité est une affaire de tous, que chacun de nous soit vigilant et Dieu nous gardera. Mesdames et messieurs, maintenant on va parler du dossier du jour. La République démocratique du Congo se tourne vers la SADC avec à la clé une promesse claire de déploiement des armées des pays membres sur son sol, alors que d'autres forces étrangères sont aussi présentes. Plusieurs questions se posent sur le rôle de l'armée congolaise dans l'insécurité à l'est du pays, dans la lutte contre l'insécurité à l'est de la République, avec notamment le M23 qui est soutenu par le Rwanda. Tentative de réponse sur ce que deviennent les FARDC avec ce dossier. La situation sécuritaire nationale met la République démocratique du Congo à la croisée de chemin entre la nécessité pressante de préserver et défendre l'intégrité territoriale menacée par les agressions multiples, notamment celle du Rwanda par le M23, avec la diplomatie et l'impérieux devoir de l'État congolais de faire monter en puissance son armée. Les FARDC ont envie de faire face à toute éventualité. Le pays de Lumumba, qui est en proie à l'insécurité grandissante depuis plus de 2 décennies par ses dirigeants, remue actuellement la fibre de la diplomatie avec le déploiement des forces étrangères, dont les dernières à se faire annoncer sont les pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, lors de son sommet du 8 mai dernier, où le débat sur la situation sécuritaire en RDC était au centre. Pendant ce temps, la RDC a presque 3 groupes de contingents étrangers sur son sol, notamment les casques bleus de la MONUSCO, l'UPDF dans le cadre de la traque contre les EDF, mais aussi la force de l'EAC censée maîtriser toute force négative qui n'a pas adhéré au processus de Nairobi. La question qui se pose au sein de l'opinion est que la SADC viendra-t-elle se juxtaposer avec l'EAC ou ça sera un remplacement? Ce qui est évident est que rien de concret n'est décidé sur le déploiement des forces des États membres de la SADC, car ceci est conditionné par la tenue préalable d'une rencontre quadripartite qui va réunir l'EAC, la SADC, la CEAC, la CIRGL sous les auspices de l'Union africaine. Bien plus, la force de l'EAC n'inspire plus confiance à la RDC, à encore les propos des dirigeants congolais qui pensent que l'action de cette force sous-régionale est mitigée car ne voulant clairement pas exercer le mandat offensif comme convenu, choisissant le dialogue. L'enthousiasme avec lequel la nouvelle sur le déploiement de la SADC est reçue à Kinshasa accuse un déficit qui ne dit pas son nom. Malgré tout ce qui précède, la RDC a une nouvelle politique de la défense avec l'application de la loi sur la programmation militaire visant à faire monter en puissance les FARDC. Mais cela requiert un peu de temps, d'où le choix de la diplomatie, bien que les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous. On va parler du sport dans ce journal. Le sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, va rendre public la liste des joueurs sélectionnés le lundi 29 mai prochain à 11h au siège de la Fédération congolaise de football association en prélude de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Blesside Kouzola.
En prélude de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, les sélectionneurs de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, va publier lundi 29 mai 2023 la liste des sélectionnés pour affronter les Gabons. L'annonce a été faite lundi 15 mai dernier par la Fédération congolaise de football association à travers ses réseaux sociaux. L'instance fêtière du football congolais appelle ainsi les médias à se présenter lundi 29 mai à son siège où Desabre tiendra une conférence de presse pour dévoiler sa liste. Sans Cédric Bakambu suspendu pour ces matchs de la 5e journée, les Léopards sélectionnés auront la mission d'aller faire un bon résultat en déplacement afin d'espérer s'offrir une finale à domicile face au Soudan lors de la dernière journée. La rencontre contre les Gabon, leader du groupe avec 7 points, se jouera le 18 juin prochain à Franceville, deuxième ville de la République du Gabon. Pour rappel, la République démocratique du Congo compte 4 points et risque de ne pas prendre part à la CAN après avoir raté la dernière édition de 2021 qui s'est jouée au Cameroun. Mesdames et messieurs, vous suivez la grande édition sur Géopolis Télévision. Maintenant, on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. L'actualité au-delà de nos frontières nous emmène au Zimbabwe où les agriculteurs blancs locaux dont les terres ont été prises par le gouvernement vont être indemnisés car la Banque africaine de développement vient de mettre au point des instruments financiers pour accélérer et prélever 3,5 milliards de dollars américains d'indemnisation selon le président de cette banque qui a annoncé la nouvelle. Cette proposition aux anciens fermiers aiderait à tirer parti des marchés des capitaux pour financer l'indemnisation sans ajouter de dettes au Zimbabwe. Le président de la Banque africaine de développement a déclaré ce lundi que la BAD a mis au point des instruments financiers pour accélérer et prélever 3,5 milliards de dollars d'indemnisation aux fermiers blancs, dont les terres ont été prises par le gouvernement du Zimbabwe. Le Zimbabwe avait accepté en 2020 d'indemniser des agriculteurs blancs dont les terres ont été prises par le gouvernement au début des années 2000 pour y réinstaller des familles noires. Ces accords controversés visaient à remédier à l'accaparement des terres à l'époque coloniale. Mais la redistribution des terres a surtout profité à des fermiers sans équipement ni formation, provoquant un effondrement brutal de la production, ce qui a contribué au déclin économique du pays. Le Fonds monétaire international a annoncé que l'approbation d'un nouveau programme d'aide en faveur de l'Éthiopie nécessite l'obtention par ce pays de la Corne de l'Afrique, de garantie des financements de la part de ses créanciers. Bien qu'elle n'ait pas fait défaut sur le paiement de sa dette, l'Éthiopie a demandé, début 2021, une restructuration de sa dette extérieure au titre du cadre commun du G20. Édouard Funda. L'Éthiopie, dont l'économie a été rudement affectée par le conflit qui a éclaté en novembre 2020 entre le gouvernement central et le groupe rebelle dans la région du Tigré, a officiellement demandé l'assistance du FMI pour financer la construction de ses infrastructures et renforcer ses réserves d'échange. Une équipe d'experts de fonds a déjà entamé fin mars dernier des discussions avec les autorités éthiopiennes sur un nouveau programme d'aide. La Banque mondiale et le FMI avaient suspendu en 2021 leur aide à l'Éthiopie après la publication des rapports de l'ONU faisant état des violations des droits de l'homme et des crimes de guerre dans la région du Tigré. Les rebelles tigréens et le gouvernement central ont cependant signé en novembre 2022 un accord de paix qui prévoit notamment le désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et la réouverture des accès à cette région plongée dans la situation humanitaire catastrophique. La mise en œuvre de cet accord est jusqu'ici sur la bonne voie, comme en atteste le retrait du Front de libération du peuple tigré de la liste des organisations terroristes et la mise en place d'un gouvernement civil de transition dans cette région située au nord du pays. Même si elle n'a pas fait jusqu'ici défaut sur le paiement de sa dette, l'Éthiopie avait demandé début 2021 une restructuration de la dette extérieure du pays au titre du cadre commun du G20. Mais les progrès du processus d'allègement de la dette ont été très lents en raison notamment du conflit au Tigré.
Classé dans les rangs des pays africains les mieux préparés à l'adoption bien évidemment de l'intelligence artificielle, le Bénin met en œuvre sa stratégie nationale d'intelligence artificielle et des méga données 2023-2026. Son plan d'action est axé sur la formation au métier de l'intelligence artificielle, des offres d'emploi sur le marché de l'écosystème du numérique et la création des solutions visant l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'administration publique. Une fois de plus, Edouard Funda. L'adoption à large échelle de l'intelligence artificielle dans les secteurs publics est l'un des nouveaux défis de nombreux pays africains dans leur stratégie de développement de l'écosystème numérique. Troisième en Afrique de l'Ouest selon les rapports Oxford Insight sur l'adoption de l'IA, le Bénin met en œuvre la stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées 2023-2027. Le plan d'action du SNIAM vise une intégration de l'intelligence artificielle dans l'administration publique, le secteur privé et la société. À l'occasion du lancement du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle édition 2023, l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN, en collaboration avec Ishiro, a présenté au public les chatbots version alpha. Il s'agit de l'intelligence artificielle utilisée pour renseigner le code réglementaire du Bénin. L'IA permet aujourd'hui de comprendre un contenu. Il peut aider à décider et à percevoir son environnement. Les capacités actuelles de l'IA permettent de détecter un objet, de planifier et d'agir. En se basant sur des données acquises, les entreprises ont la capacité de mieux comprendre le comportement des utilisateurs afin de proposer des solutions innovantes pour améliorer l'expérience des utilisateurs et des workflows. En dehors des solutions de l'IA disponibles dans les secteurs du transport et de l'agriculture, cette révolution digitale offre de nombreuses opportunités d'emploi aux jeunes. À noter que selon le rapport Gold Tech Maturity Index, le Bénin a doublé sa performance et est classé 8e au même rang avec le Rwanda. 83e au niveau mondial, le pays est au-dessus de la moyenne mondiale grâce à une série d'actions et des réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon. Maintenant, on va faire place à la revue de presse. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse des journaux Paris ce mardi 16 mai 2023 dans la ville-province de Kinshasa. Le briefing des Mouyaya et Kaméré sur la crise alimentaire en République démocratique du Congo, la polémique autour du fichier électoral de la CENI ainsi que les rapatriements de réfugiés congolais du Rwanda ont été à la vitrine des journaux parus ce matin. Commençons par ce titre de la prospérité qui écrit chiffré à 1,2 milliard de dollars américains, Kaméré et Mouyaya annoncent la mise en place d'un plan d'urgence pour stopper la pénurie de maïs. Ces plans d'urgence, présentés par le ministre de l'Agriculture, José Mpanda, est chiffré à hauteur d'1,2 milliard de dollars américains et à la fois conjoncturel et structurel. Toujours dans le même dossier, le tabloïd Le Journal écrit « Donner une amnistie totale sur les plans fiscaux, c'est-à-dire taxe zéro pour tout ce qui concerne les importations des maïs. Nous avons décidé de faciliter la tâche aux opérateurs économiques. L'État va sortir des moyens à disposition d'une organisation au niveau des provinces. Les petits opérateurs pourront prendre cet argent pour importer. Nous avons pris d'autres mesures pour créer des conditions de concurrence favorables à la République démocratique du Congo, a dit le ministre congolais de l'économie. S'agissant de la polémique autour de l'édit du fichier électoral de la centrale électorale, ouragan titre, fichier corrompu, l'Équateur, Grande Kadima. Pour les 4 candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, le processus électoral est l'affaire du peuple. Katumbi Fayulu Matata et Sesanga n'apprécie pas la qualité des travail de la centrale électorale dirigée par Denis Kadima Kazadi et exige la publication des listes provisoires des électeurs congolais dans les différents centres d'enrôlement ainsi que sur les sites web de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La pression monte et s'accroît sur la centrale électorale afin qu'elle se distingue par la transparence, écrit le journal. Bouclons cette revue de presse avec le journal qui titre « Le Rwanda et la République démocratique du Congo
décide du rapatriement de réfugiés des deux pays. La crise sécuritaire et diplomatique rwando-congolaise est aussi humanitaire. Avant de s'envoler pour Genève, le chef de la diplomatie congolaise a révélé samedi devant la presse que le Rwanda exige au gouvernement congolais de rapatrier ses ressortissants exilés dans son territoire. À cet effet, le gouvernement de la République démocratique du Congo ne veut pas aller dans le désordre et chercherait à se rassurer que les personnes qui traverseront de l'autre côté de la frontière sont réellement des Congolais. Pour ce faire, les autorités coutumières pourraient être mises à profit pour confirmer la nationalité congolaise de ces personnes à rapatrier du Rwanda. Vous étiez nombreux à suivre cette revue de presse. Bonsoir. Voilà, c'était là la lecture des journaux concoctés par Enoch ICI. Fin de ce journal, moi je vous en rappelle les différents titres. Plan d'urgence pour riposter contre la pénurie de la farine de maïs au Katanga et au Kasaï. Une batterie de mesures est prise, notamment celle concernant les allègements fiscaux. Et puis à l'international, le Bénin veut maintenir sa place dans le rang des pays africains préparés à l'intelligence artificielle. L'État béninois vient de se prémunir d'une stratégie nationale qui est éclatée en plusieurs axes prioritaires. C'est la fin totale de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme des Géopolis Télévision. Mais ne nous quittez pas, juste après ce journal, vous allez suivre le match de la Ligue des Champions comptant pour les demi-finales opposant l'Inter de Milan et Milan AC. Au revoir.